Bonjour à tous. Lors des 2 premiers épisodes de cette trilogie, je me suis amusé à montrer, à partir des 6 premiers films essentiellement, en quoi la philosophie des Jedi était déconnante et même créatrice de ses propres ennemis et de ce qu'elle combat. Je me suis aussi posé la question de pourquoi Luke Skywalker ne bascule pas du côté obscur alors que c'est le cas pour son père, et tout ça m'a permis de dire qu'il y avait possiblement, en seconde lecture, une critique implicite de la philosophie Jedi au sein même des films de Star Wars. Pour ce qui est de la suite, vous le savez, depuis il y a eu d'autres films, l'épisode 7, l'épisode 8, les spin-offs, dont le brillant Rogue One et le moins brillant quand même Solo. You look great. Et il me semble que les tensions qu'on a perçues là en parlant des 6 premiers épisodes sont toujours visibles et sont lues au fur et à mesure d'une autre manière. Et pour savoir à quoi s'attendre dans l'épisode 9, qu'on attend tous impatiemment au mois de décembre, oui, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes des amateurs de la série et que donc normalement vous attendez l'épisode 9. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? À quoi s'attendre? Pour le comprendre, au-delà de la bande-annonce, je crois qu'il est intéressant de reprendre un petit peu une analyse plus fine de l'épisode 8. Il me semble que le réalisateur, Rian Johnson, a subi des vives critiques, et il a subi des vives critiques notamment parce qu'il a pris tout le monde à rebrousse-poil dans le 8. Mais, et si en fait, c'était juste parce qu'il avait lu ce qu'il y avait justement dans cette seconde lecture? Si l'épisode 8 n'était pas en fait une trahison, mais bien un hommage, un développement, une forme de continuation. Je veux dire, il innove, Johnson, il déconstruit, il nous déstabilise, mais au fond, il s'appuie sur ce qui s'est passé, et je pense qu'il a peut-être perçu, lui aussi, d'une autre manière, ce que j'ai essayé de faire passer dans les épisodes précédents. Et notamment, je voudrais souligner à quel point, contrairement à ce qu'ont dit plein de critiques, le Luke Skywalker du 8 est bien proche du Luke originel et pas une dénaturation du personnage. Et pourquoi l'esprit d'innovation qu'il y a dans l'épisode 8 n'est pas du tout assuré de durer. Bon, parce que voilà, j'ai vu le teaser du 9 comme vous, et comme j'ai défendu précédemment le travail remarquable de Rian Johnson, attendez avant de vous fâcher, je vais essayer de vous expliquer un peu plus précisément pourquoi je trouve qu'il faut le défendre. Et du coup, les scénaristes du 9, c'est Abrams, celui de l'épisode 7, et aussi un certain Terrio, scénariste qui a contribué à des films de DC Comics pas forcément des plus réussis. Toi, t'es un pote. Alors j'espère quand même qu'ils seront à la hauteur pour couronner la nouvelle trilogie et qu'ils ne feront pas une sorte de damage control de fanservice. C'est une expression de ouf, j'ai dû lire ça quelque part mais je sais plus où. Bref, si jamais le 9 s'avérait un remake façon blockbuster peu surprenant... Mais sérieux quoi, le rire de Palpatine. Eh bien je voudrais tenter, avant la fin du monde, une lecture que j'espère intéressante. Rey aussi, c'est une jeune fille qui est dans une vie misérable sur une planète sablonneuse et qui quitte son lien d'attachement, même si ici ce sont des gens qu'elle attend et qu'elle imagine, mais c'est parfois aussi fort que des gens réels, et qui part vers une quête, vers son identité, vers de la maturité, et vers une très noble cause. Bon, jusque-là on est en terrain connu, donc passons sur l'épisode 7, qui pour moi est plutôt réussi, avec des nouveautés intéressantes, mais en même temps, c'est une vraie suite, avec la nouvelle étoile de la mort qui avait été annoncée dans le 6, une évolution assez sympa des personnages, des clins d'œil plus que flagrants au passé, bref, enfin, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de plaisir au visionnage de ce film, et c'est quand même l'essentiel. Mais le 8 utilise ce qui s'est passé pour surprendre tout le monde. Et il a été détesté par certains, vraiment, de façon très passionnelle, et c'est aussi parce qu'il nous bouscule directement. Et notamment, je ne peux pas ne pas en parler. Notamment, il joue sur le rapport homme-femme dans les films de héros pour en casser certains codes. Il me semble que Johnson va profiter du fait que c'est une héroïne qui mène la trilogie pour entrer là-dedans. Car bon, si on y pense, au départ, le monde Jedi est assez masculin. Le monde de Star Wars en général. D'ailleurs, je vous conseille la géniale interview de Carrie Fisher qui date du début des années 80 et qui parle avec beaucoup de justesse de Star Wars et du féminisme vu depuis son expérience de princesse Leia. C'est vraiment très très intéressant. Star Wars
montre quelques femmes, bien entendu, y compris en chef de guerre comme Leia, ou en pilote de X-Wing. Il n'y a pas que des hommes qui font la guerre dans Star Wars. Donc par certains côtés, il y a une forme de parité par rapport à d'autres films de guerre. Mais le Conseil Jedi, lui, on voit bien qu'il est très majoritairement masculin. Il y a quelques personnages féminins dans le Conseil Jedi, mais dans les films, elles n'ont pas de dialogue. Et c'est bien, comme on l'a montré précédemment, les Jedi qui ont cette idée que cacher ses émotions, son attachement, se méfier des relations aux femmes qui rendent fou et qui génèrent une perte de contrôle, comme ce fut le cas pour Vador, la critique de cette idée et la mise en valeur d'une autre idée, que l'attachement, l'affection, les émotions peuvent être la source d'une évolution, d'un épanouissement, d'une liberté au contraire. Bref, la prise en compte de cet angle de lecture est, me semble-t-il, une des surprises du 8. Pourquoi ? Alors pour comprendre ça, il faut regarder les 3 arcs narratifs des 3 héros principaux, qui sont pour le coup des archétypes, des stéréotypes de héros classiques du cinéma au début du film. Non ? Enfin je veux dire, Poe Dameron, pilote exceptionnel, qui va exploser les méchants. Finn, Stormtrooper renégat, un déserteur qui veut détruire un système injuste qu'il connaît de l'intérieur. Et puis Luke Skywalker, chevalier Jedi, légendaire, qui est devenu un sage guerrier, au pouvoir extraordinaire, qui lutte contre le mal. Sauf que non, Rian Johnson nous prend de court dès la première scène, mythique, et il casse ces 3 personnages pendant un bon moment dans le film, il les épargne pas, et du coup, nous avec un angle de lecture que je trouve intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que le spectateur est censé ressentir à ce moment-là. Qu'en est-il pour ces personnages ? Il me semble que trop de démolition de héros standards contribue au choc de certains fans, et même ça les a mis en colère. Alors, attention, je parle pas de pas aimer ce film. Après tout, même sans être un expert du cinéma, j'arrive à voir que c'est pas un film parfait. Non, on parle de gens qui se sont sentis trahis, insultés par le film, de plein de manières. Et d'ailleurs, je vous renvoie aussi à ma précédente vidéo sur cet épisode. Je parle pas des complotistes qui ont accusé le film de faire de la propagande féministe, de la diversité forcée, etc. Mais simplement de ceux qui déjà se sont sentis embêtés, atteints, trahis quand ils ont perçu, consciemment ou pas, le fait qu'il y ait des codes qui volent en éclats. Briser des codes, ça peut désécuriser des gens qui sont habitués à certains codes dans des films. Parce que le film, vraiment, je le redis, nous malmène explicitement en malmenant ces héros dès qu'on a envie qu'ils fassent quelque chose. Et moi, c'est ces surprises que je trouve vraiment chouettes et intéressantes et originales, tout en restant un film de Star Wars avec de nombreux codes. Je finis par me dire que, tout simplement, certains n'aiment pas qu'on les surprenne. Bah, c'est vrai que moi, j'aime mieux voir un film en me disant « Waouh, je m'y attendais pas », plutôt qu'un film où je me dis « Ah putain, je le savais ». Apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Bref, il y a un moment donné où nos héros ne contrôlent plus du tout la situation. C'est pas des héros qui réussissent et qui deviennent de plus en plus forts et qui finissent par terrasser leurs ennemis. C'est ce qui est classique et c'est le cas général dans les films de héros. Là, ils sont présentés comme systématiquement faillibles, vulnérables et nuancés, avec des défauts, des faiblesses. Oh, attendez, il y a des héros imparfaits dans les films, je dis pas le contraire, hein, et même que échouer face à un ennemi, apprendre de cet échec pour revenir plus fort la deuxième fois, c'est assez classique. Mais là, c'est pas ça. Il y a une vraie remise en cause directe, voire brutale, et par des gens du même camp, pas que par des défaites avec les ennemis. Et qui plus est, par des femmes. Oui, bon, ça va. Hein. Chacun des 3 héros de ce film est un stéréotype bousculé par sa partenaire féminine, effectivement, qui les accompagne, mais qui semble aussi les gêner, les entraver dans leur arc narratif et dans leur évolution de personnage. Ça, c'est mauvais pour un cow-boy. En fait, ces femmes-là, ces 3 femmes-là, mettent à chaque fois le héros face à sa responsabilité. Et consciemment ou non, quelque chose d'inhabituel se passe. Qu'en est-il pour ces personnages ? Alors, c'est évident dans l'histoire de Poe Dameron. Hein. Poe, c'est l'as du pilotage, impulsif, arrogant, brillant. Disengage now, Commander. That is an order. Le héros classique, quoi. Il sait qu'il peut mieux y arriver que les autres. S'il refuse un ordre, c'est pour réussir encore mieux
que ce que prévoient les généraux. Classique. Bon, jusque-là, on est en terrain connu, hein. On s'attend à la suite, ils vont tout péter, in extremis, dans une scène impressionnante avec des feux d'artifice partout, et on va fêter ça, et on va s'encourager à reprendre le combat. Direct hit! Dreadnought down! Mais alors là, brutalement... You're demoted. Whoa, wait, we took down a dreadnought. At what cost? There are things that you cannot solve by jumping in an X-Wing and blowing something up. I need you to learn that. Waouh! Poe se fait engueuler pour sa victoire. Et donc, nous faisons engueuler pour avoir apprécié les explosions. Ah, mince, on s'est bien amusé il y a 30 secondes. Bah oui, même moi qui vous donne des leçons, j'ai kiffé, comme vous. Et là, on nous propose que ce soit triste, ou que ça nous fasse un peu réfléchir sur les conséquences. Quel recadrage! Moi, je trouve ça intéressant. Bon, je peux comprendre que pour quelques fans, en giflant Poe pour son exploit, ça a été comme si la princesse Leia était sortie de l'écran et les avait eux-mêmes giflés pour avoir apprécié ça. Car pour une fois, on nous demande de la nuance. À la fois, c'était bien de tout faire exploser chez les ennemis, et en même temps... J'ai dit en même temps. On doit prendre en compte le coût humain, pas juste la victoire ou le plaisir. Et plus tard, quand Leia se retrouve hors d'état de commander, eh bien, à quoi on s'attend? C'est notre héros qui doit commander à sa place, non? Non? Et au lieu de ça... The chain of command is clear as to who should take her place. Vice Admiral Holdo of the cruiser Ninka. Holdo. Non seulement elle a les cheveux violets, mais en plus elle aime encore moins les écarts de peau. I've dealt with plenty of trigger-happy flyboys like you. You're impulsive, dangerous, and the last thing we need right now. Ça change du héros, somme toute classique, qu'une femme ne peut s'empêcher d'aimer parce que c'est un bad boy. You like me because I'm a scoundrel. There aren't enough scoundrels in your life. I happen to like nice men. Nice man. Very nice. Et tout est fait pour qu'on ne l'aime pas, cette Holdo. Faudrait pas en déduire que c'est un échec sur le plan scénaristique. Moi, je pense au contraire. Qu'est-ce qu'on est censé ressentir? Si on ne l'aime pas, c'est fait pour. Donc si vous ne l'aimez pas, c'est que la scène est réussie, selon moi. On ne l'aime pas parce qu'on a secrètement apprécié l'imprudence de Poe et qu'on voudrait qu'il y retourne. Et Holdo, c'est un des personnages les plus détestés du film par les fans qui critiquent ça. That's what you got? That's what you brought us to? Get this man off my bridge. Bref, on a aimé un mec profondément bon, mais arrogant, têtu, et qui se fait engueuler. You have bet the survival of the resistance on bad odds and put us all at risk. Et finalement, plus le film avance, et plus il apprend à écouter, à faire confiance et à se calmer. Il y a la morale, il y a la stratégie à prendre en compte, pas juste la victoire ou le plaisir. Let's go. No, wait. Bon, et Finn dans tout ça. Alors au début de l'épisode 8, Finn est obnubilé par le fait de retrouver Rey, de s'enfuir loin de la guerre. En vrai, il y croit plus. Il veut prendre des décisions pour sa propre survie, des décisions pour lui et pour son ami, pas pour la cause. Il y avait une petite allusion à ça dans le numéro 7 quand il essaye de partir. There is no fight against the First Order. Not one we can win. You don't know the First Order like I do. They'll slaughter us. We all need to run. You can't just go. I won't let you. I'm not who you think I am. Finn, what are you talking about? I'm not resistance. I'm not a hero. Rey, come with me. Don't go. Finn, c'est finalement quelqu'un qui se révèle au début du film assez égoïste, qui cherche à fuir. Et là apparaît la petite Rose, la petite technicienne endeuillée qui s'accroche du fait de son admiration pour les exploits de Finn, qu'elle adore et qu'elle a suivi dans le film précédent en 3D, Dolby Digital. Et là, d'un coup, elle s'aperçoit que c'est pas un héros, qu'il est un peu lâche en fait. Elle est déçue. Gotta get back to what I was doing, so. What were you doing? Okay, listen. Elle est déçue, elle lui fait savoir, mais elle croit encore en lui. Sorry, but this fleet is doomed, and if my friend comes back to it, she's doomed too. Et elle devient une sorte de voix de la conscience. Elle lui fait un peu la morale. Come on. Mais ça le pousse à réfléchir. Look, this whole place is beautiful. I mean, come on. Why'd you hate it so much? Look closer. And who do you think these people are?
There's only one business in the galaxy that'll get you this rich. War. I wish I could put my fist through this whole lousy, beautiful town. Ok, c'est pas amené idéalement, c'est pas la meilleure scène du film. Ok, c'est pas joué idéalement non plus. Mais c'est elle qui met en évidence l'oppression, l'injustice, qui donne un autre sens à la lutte, en fait. Donc, elle fait comprendre à Finn le sens de la cause qu'il défendait. D'ailleurs, je pense que c'est l'utilité de la fameuse et tellement critiquée scène du casino. En fait, cette scène est utile parce qu'elle aide à faire repartir, à relancer le personnage de Finn. Are you kidding me? Et c'est parce qu'elle a ce discours politique, moral, social, qu'elle inspire Finn, qu'elle lui permet d'être un rebelle à nouveau. You are always scum. Rebel scum. Et ça a énervé des gens, ça aussi, qu'elle le moralise. Certains l'ont trouvée ennuyeuse comme personnage ou donneuse de leçons. Et même jusqu'au bout, elle empêche son grand sacrifice héroïque est totalement inutile. Reprenons, donc ça y est, c'est un rebelle convaincu, il est prêt à se sacrifier pour la cause même. Mais dans son empressement, il veut faire un grand geste complètement stupide. Clairement, le film nous montre bien que ça ne peut pas marcher. C'est ce que lui dit Poe. Now, pull off! What? The cannon is charged! It's a suicide run! C'est ce que lui dit Rose. It's too late, don't do this! No! I won't let them win! Et son petit vaisseau se désagrège, il veut faire quelque chose. Mais putain, ça sert à rien, mec, c'est sûr. Alors, c'est noble, mais c'est complètement idiot quand même. Et Rose le sauve. Elle le sauve encore de son propre égoïsme. Why would you stop me? I saved you. Alors ok, le sacrifice héroïque, c'est une vieille tradition hollywoodienne. Hein. Plein de films glorifient ça. Mourir, c'est prouver sa force, prouver son courage. Parfois même c'est rédempteur pour des gens qui ont fait des conneries par le passé. Et j'ai vu des gens dans des forums soutenir que ça aurait réussi si elle l'avait laissé. Hein, ça séduit le moraliste qui sommeille en nous et qui demande une sorte de rédemption inconsciemment pour l'égoïsme du début. Sauf que les messages des autres personnages sont très clairs. Contrairement à d'autres films où souvent le suicide héroïque, il y a beaucoup de sous-entendus, voire de mots explicites qui disent que c'est la seule solution pour que ça marche. Clairement, là, la mission suicide ne peut pas marcher, c'est explicitement dit. Mais je crois que c'est surtout que certains fans sont fâchés que cette fille ait gâché ce moment de gloire. J'ai lu des critiques qui parlaient de castration quand même, hein. Faut quand même le faire. Mais bon, en tout cas, basiquement, encore une fois, on le vit avec lui. On retrouve des codes habituels et on se dit « Allez, putain, imagine, ça marche !» Dans un mélange de tristesse, d'espoir, d'ailleurs il y a la musique qui va avec. Et d'un coup, on prend une baffe. Bon, et puis Luke... Luke, c'est quelqu'un qui est tellement rongé par la tristesse, la culpabilité, qu'il a laissé tomber les Jedi, il s'est coupé de la force, c'est devenu un ermite, un peu bizarre, qui mange de drôles d'aliments. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tout à fait comme elle l'imaginait, ni comme on l'imaginait non plus. Ça va sans dire, c'est un choc énorme pour Rey et pour les spectateurs. Go away! Et donc on est comme Rey, et comme beaucoup de fans, on aimerait un peu que Luke soit le vieux sage, le héros puissant, triomphant, celui dont on se souvient dans la première trilogie, enfin, dont on croit se souvenir. Ben oui, en fait, si on s'y penche, Luke n'a jamais vraiment été décrit comme un grand guerrier. Vous pouvez reprendre les premiers films, allez-y. Han, can you reach my lightsaber? Yeah, sure. Non, sérieusement, il sait se battre, en même temps, il est le seul à le savoir encore du côté du bien. Mais c'est vraiment sa force. Rappelez-vous, il gagne contre Vador en éteignant son sabre laser. Never. No. Strike me down in anger and I'll always be... Et puis, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, c'est pas non plus un Jedi modèle qui accepte la philosophie Jedi sans sourciller. C'est quelqu'un qui gagne parce qu'il est atypique, pas parce qu'il est juste un grand guerrier. Et encore une fois, quand Luke déçoit Rey... You think what? I'm gonna walk out with a laser sword and face down the whole First Order?
Il nous déçoit aussi, parce que ça casse un code. On s'attend toujours à ce que les héros soient de plus en plus forts, de plus en plus héroïques. On s'attend à ce que, une fois qu'un homme a surmonté ses faiblesses, eh ben c'est bon. Mais... Never. Bon, concernant Luke, il ne penche jamais vers le mal, bien sûr. Never turn to the dark side. Mais sa lutte pour, disons, l'apaisement intérieur est loin d'être finie. For the briefest moment of pure instinct, I thought I could stop it. Il a peur des ténèbres qui se cachent en lui, comme l'adolescent qu'il était sur Dagobah. En fait, cette version de Luke de l'épisode 8, qui a des émotions, qui ne se reconnaît pas comme un grand guerrier, qui a des doutes, qui est faillible, qui craint de ne pas être à la hauteur et qui sait que les affrontements sont pleins d'émotions inattendues, ce Luke-là me semble extrêmement, extrêmement cohérent avec sa personnalité de base. Et pourtant, plein de gens en colère croient que ce nouveau portrait est dévalorisant, alors qu'en fait, c'est une version vraiment cohérente de ce qu'il aurait pu devenir. Et là aussi, son partenaire féminin, donc Rey, l'interpelle. Et c'est une Jedi peu entraînée, crédule. But I didn't see you. You've closed yourself off from the Force. Of course you have. Et non seulement cette jeune femme réprimande le grand Luke Skywalker, mais elle l'affronte directement. Elle l'incite à renouer avec la Force. Leia sent me here with hope. If she was wrong, she deserves to know why. We all do. Et retournement de situation, l'entraînement du Padawan par le vieux maître est un classique, mais ce n'est pas un maître âgé qui apprend à une jeune Padawan. I feel something. Non, c'est Rey. En fait, le principal enseignement sur cette île, c'est Rey qui interpelle Luke. The galaxy may need a legend. Alors bien sûr, Rey est jeune, elle est un peu immature, elle est hésitante. Elle n'est pas aussi puissante ni douée que Luke, c'est clair. Elle se trompe sur beaucoup de choses, notamment sur le fait qu'elle pourrait aider Ben Solo. Mais elle a quelque chose que lui a perdu. Elle a de l'espoir, elle a de la conviction. Elle sait ce qu'elle veut. Alors bon, je dis pas que ça aurait pas pu arriver dans l'autre sens entre femmes et hommes. Je suis pas là-dedans. Je souligne cet aspect homme-femme parce que pas mal de fans dans les forums parlent de femmes castratrices et évoquent une sorte de complotisme à 2 centimes sur Disney. Alors attention, je crois qu'il faut pas caricaturer là. Les fans de super-héros ne s'énervent pas dès qu'il y a des femmes en jeu, ni même des femmes puissantes, ni même des femmes qui font réfléchir les hommes. Mais en général, c'est quand il y a des femmes qui n'éclipsent pas le parcours global du héros. Et de façon générale, de toute façon, homme ou femme, quand on n'éclipse pas trop le parcours d'un héros, c'est déjà plus acceptable. Là, il y a des femmes qui ont l'air, dans un premier temps, de faire obstacle. Et ça casse des codes. Donc là, c'est pas tant qu'il y a des femmes ou qu'elles ont du pouvoir ou de l'influence, mais qu'elles changent complètement le comportement prévisible des héros. Tell me the truth. Et c'est, il me semble, assez inédit dans les blockbusters. Nos 3 héros, ils surmontent leurs erreurs. Poe va apprendre, avec Leia et Holdo, à considérer la stratégie globale, l'humain. Finn va se saisir de la réflexion morale de Rose et se remet à croire en une cause. Et Luke, grâce à Rey, redevient la plus belle version de lui-même. Et même, et ça c'est vraiment le cœur, quoi, il va faire exactement ce dont il s'était moqué plus tôt dans le film. C'est-à-dire qu'il va sortir, armé d'un sabre laser, pour affronter tout le Premier Ordre. Eh ouais. Et même si je prends en compte le fait que ce sont bien des femmes qui les influencent, là où les conspirationnistes réactionnaires déconnent en parlant de castration ou d'agressivité féministe, c'est que les interventions des personnages féminins ne sont pas faites pour démolir la masculinité. On n'est pas dans une sorte de guerre homme-femme, on n'est pas dans un féminisme radical. On n'est pas obligé d'ailleurs d'en faire un truc féministe enragé, ni masculiniste dans l'autre sens. Parce que les intentions ne sont pas revanchardes ou guerrières. Ces 3 hommes ne sont pas victimes d'une animosité. Elles font ce qu'elles font parce qu'elles les aiment, parce qu'elles tiennent à eux ou parce qu'elles les admirent. I like him. Me too. Au fond, Leia et Holdo, elles croient en Poe Dameron et elles savent qu'il représente un espoir. Rose admire et en pince clairement pour Finn. Et évidemment, Rey admire le personnage de Luke et continue à le soutenir, même quand elle découvre justement l'humain et les faiblesses qu'il y a derrière. Les héros masculins ne sont pas rabaissés, ils ne sont pas effacés dans le film. Au contraire,
elles les font grandir. Et si on compte en termes de timing, je ne l'ai pas fait, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de temps et beaucoup d'efforts dans ce film qui sont en fait consacrés à donner des opportunités à ces trois-là pour les transformer et pour faire vraiment une plateforme de décollage pour la suite. Beaucoup de temps est consacré à la façon dont il est possible de les faire grandir. Et donc évidemment, grandir, ça implique de se remettre en question. Les Derniers Jedi, c'est une histoire d'hommes héroïques qui apprennent à faire confiance à d'autres, en l'occurrence des femmes, pour devenir des meilleures personnes, des héros encore plus héroïques. Et il me semble, même si je ne m'attendais pas à pouvoir lire ce message venant de Star Wars, que l'égalité des sexes se fera à travers l'équité, à travers le partenariat, à travers la coopération, plutôt qu'à travers un système de guerre, de revanche et de concours de victimes. Il y a des leçons à en retenir, pour tous. Car qu'on soit homme ou femme, il n'en reste pas moins qu'un héros n'est pas robotique et froid, que le courage implique la peur pour la surmonter, que les émotions peuvent s'exprimer, et que ça va mieux quand on en tient compte qu'en les refoulant. Alors même si on apprend beaucoup ça aux garçons, mais c'est bon pour personne. Qu'on peut prendre le pouvoir avec responsabilité, sans représenter un danger pour les autres. Homme ou femme, la rivalité, le conflit, ça n'est bon pour personne. Bref, on peut grandir, on peut s'autonomiser dans la coopération, et pas seulement en écrasant les autres. Les relations ne sont pas un obstacle. Les émotions et leur prise en compte permet au contraire d'être autonome, plus libre et mieux armé. Bon, ok. Et la suite? Disons que ça donne à ce stade un nouvel espoir pour le 9. Si on s'en tient à ça, on a des héros qui ont pris une grande envergure dans le 8. Et on se demande ce qui peut venir après. Il y a une idée d'évolution, voire de rupture dans le film de Rian Johnson. C'est le thème central du film d'ailleurs. Luke qui parle de renoncer à l'idéal Jedi, Rey qui se demande comment elle peut savoir qui elle est sans avoir de passé, Poe, comment on peut être un héros de l'armée sans être juste un as de la gâchette, etc. Et puis même et surtout, j'en ai pas parlé là, mais Kylo Ren qui dit de « kill the past », ce qu'il fait sans aucun problème dans l'épisode 7 face à son père, et qu'il a bien plus de mal à faire dans le 8. On voit qu'il poursuit ça comme un idéal, qui est symbolisé d'ailleurs par le fait qu'il brise son masque à un moment donné. Mais dans le teaser du 9, il reconstruit un masque. Alors, même si Abrams n'ira jamais aussi loin que Rian Johnson dans les évolutions, j'espère néanmoins que ce ne sera pas un gros retour en arrière. J'espère que la première femme Jedi à la tête d'une trilogie ne suivra pas le chemin de ses prédécesseurs masculins. J'espère que cette équipe saura trouver un chemin pour boucler joliment cette trilogie. Et pour tout dire, j'ai autant d'espoir que de crainte. Et je dois m'armer de patience pour attendre jusqu'en décembre. Non mais sérieux, le rire de Palpatine, quoi. Anything else? Et surtout, quelles que soient vos opinions sur le sujet, rappelez-vous que l'essentiel est que le film et que les scènes du film soient chouettes et qu'on ait du plaisir à le regarder quand on ira au cinéma en décembre. Et quand vous irez voir l'épisode 9, que le film vous plaise ou pas, rappelez-vous que c'est quand même un événement de l'histoire du cinéma, qu'une telle légende ait donné lieu des années plus tard à une nouvelle trilogie par des gens qui sont clairement des admirateurs de ce qui s'est passé avant, clairement des admirateurs des films originels auxquels ils rendent hommage, même si par moments nous on aurait fait autrement, mais surtout prenons du plaisir, un plaisir simple à voir ce film, et à défaut d'autre chose, faisons au moins comme si...